Ce bout de l'aventure, non, je sais pas d'où il vient. D'étudiant classique à aventurier aux quatre coins de la planète, Léo Nomade a commencé à explorer le monde il y a quelques années. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous. Mais là, j'ai 1 an pour faire ce que j'aime au plus profond de mon cœur. Et ce que j'aime, c'est l'aventure. Ce que j'aime, c'est me dépasser et découvrir des choses incroyables. Aventurier, explorateur et militant pour l'écologie, il prône un retour à la nature et à la lenteur. Je vais aller à Melbourne. Et puis là, je me suis dit, vas-y, j'y vais à pied. Puis j'y vais sans rien. J'y vais sans tente. J'y vais sans sac de couchage. Pas de vêtements de rechange, rien du tout. Et puis on verra ce qui se passera. Dans cet épisode, il raconte comment l'inconfort est devenu son plus grand professeur et pourquoi il est 10 fois plus heureux sous l'orage que devant un écran. Son rêve, je le cite, devenir un aventurier de référence, vivre de ses expéditions et prouver que l'inconfort peut devenir une force, le doute un moteur et que le dépassement peut devenir un message d'avenir. Bonjour Léo, mieux connu sous le nom de Léo Nomade. Je vais te laisser te présenter à nos auditeurs aujourd'hui pour un nouveau format de podcast avec Vans Travel. Normalement, on interview plutôt des gens qui font de la van life et qui voyagent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, on a envie de connaître ton histoire d'explorateur et d'aventurier et d'entendre un petit peu tes projets, ce que tu as fait dans le passé. Donc, je te laisse te présenter. Et enchanté. Déjà, merci de m'avoir invité pour ce podcast. Moi, c'est Léo Nomade, du coup, 23 ans. J'ai voyagé un peu partout dans le monde, surtout en Australie, aux Philippines, et je suis un grand passionné d'aventure et surtout d'aventure extrême. J'aime être dans des situations où je me dis mais comment je peux m'en sortir et réussir à s'en sortir justement. Alors j'ai fait des études pour être professeur de PS et j'ai tout lâché juste avant de passer le concours parce que je trouvais que c'était une vie qui m'ennuyait un peu. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de me sentir vivant. Donc, je me suis lancé à fond dans le métier d'explorateur aventurier. Et donc, là, je prépare un nouveau projet en Nouvelle-Zélande, après avoir fait un projet en Australie et aux Philippines. Et voilà, tout avance petit à petit. Alors, on va venir sur tes projets du passé et tes projets futurs aussi, mais comment tout ça est arrivé? D'où vient ce goût de l'aventure, de l'exploration? Quelqu'un de ta famille? Comment c'est arrivé en fait? Alors, faut savoir que dans ma famille, on n'est pas forcément sportif. On n'a pas forcément le goût de l'aventure. Mais on a ce rapport à la nature quand même très très important. Je viens d'une famille d'artistes. Mon père, il fait beaucoup de musique, beaucoup de piano. Ma mère, elle est très artiste, très manuelle. Donc les dimanches, je m'en souviens, on allait à la déchetterie, on retaper des meubles, on va dans le jardin, on a les mains dans la terre, tout ça. Donc j'ai toujours été baigné dans cette campagne un peu et cette sphère naturelle. Et par contre, ce bout de l'aventure, non, je sais pas d'où il vient. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous et tu l'as ou tu l'as pas, ou alors tu peux le développer un peu. Mais cette notion d'aller bivouaquer, de se dire que tu as peut-être pas de doucher pendant 2 jours, c'est vraiment quelque chose qui, moi, je pense qu'il y a en toi et que tu peux développer à force. Mais c'est difficile si t'as pas ça en toi, cette petite flamme qui t'anime, cette petite flamme d'aventure. Cette petite flamme et beaucoup de courage, parce qu'on va parler de ta première aventure, l'Australie. Donc, toi, tu es venu en Working Holiday Visa. Tu as fait quelque chose d'un peu spécial. Tu n'aurais pas été un bon client pour nous, d'ailleurs, parce que tu ne l'as pas fait en van comme la plupart des gens. Tu es un grand fou. Tu l'as fait à pied, donc en courant et en marchant. Si j'ai bien compris, tu es parti avec sans argent, sans tente, sans rien du tout. Juste toi et tes jambes. Donc, raconte-nous un peu cette aventure, d'où c'est sorti, en fait, d'où est venu le concept et comment se sont passés ces 1500 km à pied. Alors déjà, l'Australie, j'ai choisi l'Australie parce que j'ai pris une année de césure entre ma licence et mon master et je me suis dit, ça y est, là, c'est le moment, j'en peux plus. J'ai besoin de ce goût d'aventure, donc j'ai pris mon sac à dos. J'ai le pays le plus loin du monde, c'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Je savais pas encore à l'époque qu'il y avait des PVT, que c'était connu entre guillemets. Et j'ai pris un avion, je suis allé en Australie avec pas beaucoup d'argent, hein. Franchement, j'avais peut-être 1500 euros. Et je suis arrivé à Sydney. J'ai très vite trouvé un travail, très vite trouvé des amis et un appartement. Donc en fait, je me suis retrouvé
posé quelque part à l'autre bout du monde. Et à un moment, je me suis réveillé dans mon lit en Australie et je me suis dit, mais c'est pas ça que je suis venu chercher en fait. C'est génial, je m'en suis sorti, mais là, j'ai 1 an pour faire ce que j'aime au plus profond de mon cœur. Et, euh, et ce que j'aime, c'est l'aventure. Ce que j'aime, c'est me dépasser et découvrir des choses incroyables. Et donc, je me suis dit, bah non, je suis pas venu chercher ça. Je vais aller à Melbourne. Et puis là, je me suis dit, bah vas-y, j'y vais à pied. Et puis j'y vais à pied, puis j'y vais sans rien. J'y vais sans tente, j'y vais sans sac de couchage, sans anti-moustique, sans rien, pas de vêtements de rechange, rien du tout. Et puis on verra ce qui se passera et voilà. Et donc ce projet, il a eu lieu peut-être, enfin dans ma tête, 1 mois avant que je parte pour ce road trip. Donc donc j'ai essayé de mettre un peu d'argent de côté, m'acheter 2, 3 choses et il me restait peut-être 100 $ en poche sur mes comptes, que ce soit en France ou en Australie. Et puis je suis parti, voilà, sans me poser de questions parce que j'aime ça. Et première nuit sous la pluie même, je m'en souviens. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Non, j'avais un hamac comme ça entre 2 arbres et j'étais content de faire l'aventure et là il se met à pleuvoir et tout et là je fais mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Mais en même temps cette petite flamme là que je parlais avant, là elle était tellement intense que c'est limite un plaisir de souffrir. C'est bizarre à dire hein, mais on vient chercher ça en fait quand on vient chercher l'aventure. Et j'imagine Et que dans le coup, bah, tout ça provoque de l'adrénaline et permet de te donner un moteur pour ce que tu réalises, pour tes aventures. Combien de temps a duré cette marche entre Sydney et Melbourne, cette marche? C'est 1500 kilomètres. ouais. Et aussi, tu as dû rencontrer, enfin voilà, tout le monde a peur, tout le monde avant de venir en Australie, quand ils nous appellent, nous disent, mais les animaux, les serpents, les crocodiles, les requins, bon, les requins, il n'y en a pas sur la Terre, mais t'as dû quand même, il y a toutes ces peurs, quoi. Donc, comment tu as été à l'encontre de ces peurs et comment tu as vécu bah, cette longue marche de 1500 kilomètres? Alors en Australie, on m'avait dit qu'il y avait énormément d'animaux dangereux, etc. Mais comme j'étais que à Sydney, c'est pour rassurer les gens dans les grandes villes, il n'y a pas grand-chose. Dis-moi si je me trompe pas, mais moi j'ai pas vu grand-chose, à part des cafards à Sydney, c'est tout. Sauf si vous avez très peur des cafards, n'allez pas à Sydney. Mais sinon, il n'y a pas des serpents qui se trimballent dans les rues ou c'est une ville, quoi. Ça reste une ville. Après, quand tu commences à aller dans la campagne, plus tu t'éloignes, plus tu commences à voir des araignées un peu plus grosses, des petits serpents, etc. Et moi, j'ai jamais eu très peur des animaux, à part un peu des requins. Mais comme tu as dit, il n'y en a pas sur la Terre. Mais non, c'est pas quelque chose qui m'a freiné. Et j'ai surtout ce truc de me dire que j'ai un peu un côté très très fataliste, où je me dis que si je dois mourir, bah, c'est que c'est écrit. Donc j'ai pas envie que ça m'empêche de faire quelque chose. Et donc que je traverse des forêts en Australie, que je dors par terre à même le sol alors qu'il y a des serpents, je me dis que j'ai une bonne étoile et que ça va le faire. Et je pense que quand on y croit comme ça, voilà. Alors c'est peut-être un peu inconscient sur le moment, mais j'ai pas cette peur de mourir qui me retient de faire des choses. Et donc au niveau des serpents, je me souviens, alors petite anecdote un peu, j'étais à 2 tiers du parcours. Et là, il y a une énorme forêt à traverser qui me permet de couper un énorme tronçon au lieu de faire un énorme détour. Et donc, je m'arrête à la lisière de la forêt et je vois une petite maison. Je vais leur demander de l'eau s'ils ont 2, 3 trucs à manger parce que je sais que je vais passer 2, 3 jours dans la forêt. Et bon, ils m'accueillent super gentiment. J'ai fait énormément de rencontres. Et ils me disent, OK, qu'est-ce que tu fais? Parce que forcément, je pue un peu. J'ai un tout petit sac à dos. Je parle pas très bien anglais. Donc, ils se demandent ce que je fais en plein milieu de la campagne australienne. Et je leur explique le projet, que je vais traverser la forêt. Et ils me disent, mais ils me regardent, mais ils me disent, mais t'es complètement malade. Dans cette forêt, il y a, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est le serpent noir avec un ventre rouge. Et il me dit, mais celui-là, il est super dangereux. Et puis, il est très, très réputé pour être présent ici, en très grande quantité. Et là, puis comme d'habitude, moi, j'étais là, ouah, c'est bon, ça va le faire. Vous inquiétez pas. Donc, je dors à la lisière de la forêt. Le lendemain matin, je démarre, je marche. Mais franchement, je fais peut-être 20 mètres dans la forêt. Et je voyais encore la route derrière moi. Et là, je vois l'énorme serpent. Mais j'en ai jamais vu un aussi grand. Devant moi, énorme, là, comme ça, juste devant moi. Et là, première fois de ma vie, je me suis dit, OK, là, t'es pas en France, t'es pas dans la campagne en France. Là,
j'ai vraiment pris conscience du fait que ça pouvait être dangereux. Et bon, il est parti après parce que forcément c'est des serpents, ils viennent pas t'attaquer. Mais donc après, ce que je fais, c'est que je prends un bâton de marche surtout. Et quand je marche, j'essaie de faire des gros pas parce que comme ça, le sol tremble et les serpents vraiment très très loin et ils s'en vont parce que ils sentent le sol trembler vu qu'ils sont à même le sol et ils s'en vont. Donc à ce moment-là, normalement, il n'y a pas de danger. Le danger, il vient surtout quand tu commences à mettre les mains sur les arbres, etc. Où il peut y avoir des serpents pendus, mais il n'y en a pas trop en Australie. Où là, tu peux te faire mordre. Mais à même le sol, c'est quand même très rare qu'un serpent t'attaque si tu fais du bruit et si tu marches très fort. Et juste une question qui me vient en tête comme ça, ta famille, donc je pense, était au courant de ce que tu étais en train de faire. Ils n'étaient pas inquiets pour toi. Il y a sûrement, enfin, tes pauvres parents, quoi. Ouais, bon. Non, mais vos parents, oui, oui, non, c'est sûr. Bah après, ils ont vite compris depuis que je suis petit que ils auront beau dire n'importe quoi, ils pourront pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, surtout des aventures comme ça. Après, j'essaie au maximum de les rassurer. J'essaie au maximum aussi de les inclure. Là, ma maman qui des fois a du mal par mes expéditions du danger qu'il peut y avoir. Donc là, je l'inclus dans la préparation, je l'inclus dans la recherche de sponsors. Et comme ça, elle est au cœur du projet et ça la rassure d'un côté aussi. Je trouve ça important. Mais sinon, ma famille, non, non, oui, oui, j'essaie de les rassurer au maximum. Et après, en fait, ce qui est délicat, c'est que quand je leur dis, par exemple, bon, on en parlera après, mais quand je suis sur une île déserte, voilà, aux Philippines, et que je peux pas trop donner de nouvelles, moi, je sais que je vais me débrouiller, je sais que je vais trouver à manger, je sais que je vais réussir à dormir, mais eux, ils sont dans le doute constant de savoir est-ce que je mange, est-ce que je dors, et c'est ça, en fait, c'est cette inquiétude-là qu'ils ont envers moi, et moi, je peux pas les rassurer. Et c'est un peu compliqué ça, mais sinon ça va. Bon, super. Et combien ça t'a pris, donc, cette traversée 1500 km? Ça t'a pris combien de jours, mois, enfin, combien de temps? Ça m'a pris 37 jours, exactement. 37 jours. Ouais, pour 1500 kilomètres. Une bonne moyenne par jour. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, c'est bon, parce que là, tu nous as parlé du serpent, tu nous as parlé de la pluie le premier jour. Est-ce qu'il y a une ou deux galères que tu veux nous raconter et un truc, tu t'es dit, c'est bon, j'arrête tout, j'en ai marre, là, je craque. Et bah, bizarrement, non, pas du tout. Je pense que j'étais tellement déterminé à me dire que je vais réussir. Et j'avais pas de deadline. Donc là, j'ai mis 37 jours, mais j'aurais pu mettre 60. Donc si je me dis qu'il y a un jour ça va pas, je peux rester là, je peux faire que 10 kilomètres, ça change rien. En fait, j'ai rien à prouver à personne. Donc sur ce côté-là, ça m'a permis aussi de me décharger mentalement. Et donc, non, non, j'étais tellement déterminé. Moi, je savais que j'allais y arriver, que ça me prenne 37 jours ou 12 mois. Je serais allé jusqu'au bout du truc, peu importe ce qui serait passé. Et non, à part les jours de pluie, de grosses pluies, pendant 2 3 jours où t'as les affaires mouillées, où je m'en souviens une fois, ça a plu pendant 2 jours, mais non-stop. J'ai jamais vu ça. Et j'ai pas de vêtements de rechange, donc j'ai été trempé de la tête aux pieds. Et là, du coup, je me réfugie dans des toilettes publiques de campagne pour dormir à l'abri, quoi. Et là, je me mets totalement tout nu. Et là, je suis sur le carrelage comme ça. Et puis, et puis j'ai froid. Et j'essaie de me réchauffer avec comment ça s'appelle là pour sécher les mains. Je sais plus comment ça s'appelle, mais Ouais, le sèche-main. ouais, le sèche-main. J'essaie de me réchauffer sous le sèche-main comme ça. Mais pareil, c'est des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Mais parallèlement à ça, c'est des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je kiffe, quoi. Je suis en train de kiffer, je suis en train de faire quelque chose qui m'anime. Ouais, non, c'est génial. Tu te sens vivant. Ouais, c'est ça, tu te sens vivant et je pense que de manière générale, les gens, quand ils partent voyager, quand ils partent en aventure, ils sont à la recherche de ce truc de se sentir vivant. Et en fait, se sentir vivant, c'est aussi bien quand tu vas bien que quand tu vas pas bien. Et le voyage, je trouve, et l'aventure en règle générale, elle réunit ces deux choses-là et elle te fait sentir, t'as des émotions, tu peux pas t'ennuyer en fait. Et, euh, et forcément, en voyage, il t'arrive des galères, mais il t'arrive aussi des choses extraordinaires. Et en même temps, t'es dans le doute, et en même temps, tu ris, tu pleures. Et c'est ça, se sentir vivant, c'est pas s'ennuyer, et sortir de sa zone de confort et aller voir ailleurs.
Alors, en plus d'être un grand aventurier, tu es quelqu'un de généreux. Donc, est-ce que tu veux, pour finir, pour clôturer cette marche Australie, tu as aidé une association caritative, tu as collecté des fonds. Est-ce que tu veux nous faire un petit mot à propos de ça? Ouais, alors du coup, bah, quand j'ai préparé mon aventure, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, bah voilà, je vais faire ça. Ma mère, bon, comme d'habitude, ah mais c'est n'importe quoi, t'es en Australie. Bon, et après je lui ai dit, et voilà, j'aimerais bien relier ça je pense que ça me ferait plaisir de faire ça et en plus derrière d'avoir une mission et de réussir à compléter cette mission. Et elle m'a dit, bah essaie d'associer ça à une association caritative mais fais quelque chose qui te tient à cœur personnellement. Et donc là, j'ai accroché, puis j'ai réfléchi un peu. Au début, je voulais faire quelque chose en rapport avec l'asthme, parce que vu que je suis asthmatique, mais je me suis dit que c'était pas un combat. C'est un combat forcément, mais c'est pas le combat qu'il faut mettre peut-être en avant maintenant. Et j'ai des membres de ma famille, des amis à moi, qui se sont fait battre malheureusement par que ce soit leur mari ou leur copain. Et je pense notamment à des gens que j'aime très très fort. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bah voilà, je vais lutter contre ça, je vais lutter contre ces violences faites aux femmes et justement cette possibilité aux femmes de pouvoir partir de cet environnement hostile et de pouvoir aller dans un environnement où elles peuvent se reconstruire tranquillement. Je me suis renseigné un peu et là, je suis tombé sur la Fondation des femmes qui aide notamment les femmes battues à se réinsérer. Elle les héberge, elle les aide énormément. Et donc voilà, 1500 euros pour 1500 kilomètres. Et on a réussi même, on a fait 1546 euros. Donc voilà, et non, franchement, génial, très très belle expérience. Et je trouve que quand l'aventure, elle dépasse aussi le propre défi et le propre soi-même, et que c'est pour le collectif, je trouve ça encore plus gratifiant. Bravo, en tout cas, c'est vraiment une inspiration d'entendre ton histoire. 23 ans, une telle maturité, un tel courage et en plus générosité. Franchement, magnifique d'entendre ce que tu dis. Donc voilà, hâte d'entendre la suite en tout cas. On va quitter l'Australie et on va partir aux Philippines, un endroit où j'ai été aussi. Alors, quand j'ai lu l'histoire, j'ai ri évidemment. S'il te plaît, Léo, tu gardes tes vêtements jusqu'à la fin du podcast. Les gens vont vite comprendre pourquoi. Tu es parti sur une île déserte pendant 7 jours. On va être vulgaire, mais tu es parti à poil. Tu es parti sans vêtements, sans nourriture, juste avec 15 litres d'eau et tu vas me rattraper si j'ai dit une bêtise. Donc déjà, d'où vient cette idée un peu farfelue? Pourquoi sans vêtements et comment s'est passée cette aventure? Alors justement, là, on arrive à la fin du périple Sydney-Melbourne. J'arrive à Melbourne avec 100 euros en poche, 100 dollars en poche même, rien du tout. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'arrive à Melbourne et Melbourne, je sais pas, le feeling, je le sens pas très bien, je sais pas comment expliquer. Et je me dis, bon, allez, je vais aller en Tasmanie. Donc la Tasmanie, pour ceux qui savent pas, c'est une petite île qui se situe en bas de l'Australie. C'est un peu comme la Corse par rapport à la France. Et je décide de partir en Tasmanie. Donc je claque tout dans le billet de bateau et puis le billet de bus pour m'amener jusqu'à la capitale, à Hobart. Et bref, là-bas, je trouve un travail et tout. Et là, je me dis, bon, Léo, il te reste 4 mois avant de retourner en France et de reprendre les études. Et cette aventure-là, ça t'a fait vibrer et t'aimes ça, donc essaie de trouver autre chose. Et là, je me suis dit, bah allez, mon rêve, c'est de faire koh clairement, très clairement. Et donc, je me suis dit, bah allez, je vais vivre mon propre koh à moi. Et je vais essayer d'aller voir, enfin, survivre sur une île déserte. À ce moment-là, je me dis, bon, bah let's go. Je commence à faire mes recherches, tout ça. Et alors, je sais plus d'où ça vient, cette idée d'être tout nu. Je pense que c'était d'un pote à moi qui était en Tasmanie, Thomas, si je me trompe pas. Et il me dit, mais vas-y à poil carrément. Et là, je me suis dit, mais... Là, je me suis dit, bah ouais, carrément. En fait, je suis à la recherche aussi. Bon, c'est peut-être un peu égocentrique, mais de faire des choses que la plupart des gens ne font pas. Il y en a qui ont déjà survécu sur des îles désertes, mais avec du matos. Et moi, je me suis dit, je vais peut-être réussir à le faire sans rien. Et donc voilà, je me dis, je vais y aller à poil. Bon, bref, j'arrive aux Philippines. Aux Philippines, je suis arrivé. En fait, c'est super dur de trouver une île déserte vu qu'on connaît pas le territoire. Et là, je rencontre un kayakiste, je sais plus comment on dit. Et ouais, et il m'emmène et il m'emmène du coup, on prend chacun un kayak. Il m'emmène sur une île déserte.
À ce moment-là, il me dit, bon, bah, let's go. Moi, il savait, hein, moi, j'enlève mes vêtements, je me fous tout nu devant lui. Il me croyait pas au début, mais je me mets tout nu devant lui. Hop, je prends mes 15 litres d'eau, je prends ma machette, je prends mon téléphone satellite et mes caméras. Et je lui donne tout. Et je lui fais, bon, bah, écoute, je t'appelle quand j'en ai marre. Et puis, il est reparti avec les 2 kayaks, du coup. Et là, je me retrouve sur cette île déserte aux Philippines. Et là, je me dis, bah, let's go, le début de l'aventure, début des fantasmes de Robinson Crusoe. Et tu veux que je continue à développer ou pas là? Ouais. Juste une question qui me vient parce que tu as parlé de Robinson Crusoe. Est-ce que tu as trouvé ton vendredi ou pas? Ah non, malheureusement, non, j'ai pas trouvé. Moi, y avait rien. Malheureusement, personne, rien du tout. Non, j'aurais bien aimé pourtant, mais non, non, non. Mais alors moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est voilà, tu as vécu une machette. Qu'est-ce que tu as mangé pendant 7 jours? Parce que tu n'avais pas de nourriture avec toi. Comment tu as vécu, tu vois? Est-ce que tu faisais des feux de camp avant de dormir? Enfin, est-ce que tu t'es fait attaquer? Alors, il n'y a pas trop d'animaux aux Philippines, mais tu as dû te faire bombarder par les moustiques, j'imagine. Donc, deux, trois petites histoires à propos de ce voyage quand même. Ouais, j'ai deux, trois petites anecdotes. Alors, pour resituer la première nuit, donc, enfin, on arrive énormément donc j'arrive il me dépose sur une petite plage, mais en fait, c'est une île déserte, mais enfin merdique pour parler gentiment, parce que en fait, c'est une plage et en fait, autour, c'est des grosses falaises que je peux pas escalader. Donc, je suis vraiment bloqué sur cette plage avec 3 palmiers. Et là, je me dis, mais comment je vais bouffer, quoi? C'est pas possible. Et donc j'arrive, bon, j'essaie de me faire un camp de fortune avec les 2, 3 feuilles de palmier que j'aime. J'ai rien, il y a pas de bois, il y a rien. Et je fais ça entre 2 roches, je me mets dedans. Arrive la nuit, et là, mais des millions de moustiques. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Mais c'est un enfer. Si on me demande maintenant entre choisir une machette ou une moustiquaire, je prends une moustiquaire. Mais c'est fois 1000. Et donc là, mais nuit, mais affreuse. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais dans l'eau et je mets de l'eau jusqu'au cou, quoi. Et j'essaie de bouger tant bien que mal. Après, je reviens sur la plage. Après, je reviens dans l'eau parce que je commence à avoir froid quand je reste trop longtemps dans l'eau, même si l'eau est quand même très très chaude aux Philippines. Et première nuit affreuse, quoi. Première nuit où je me dis, mais là, tu vis vraiment l'aventure, mais qu'est-ce que t'en chies déjà? Parce que tout nu, t'es vulnérable en fait. T'es à poil. C'est un festin. Venez me bouffer, c'est gratuit, buffet à volonté. Donc à ce moment-là, un peu compliqué. J'ai une deuxième anecdote aussi où du coup, bah forcément, je suis pas professionnel, donc j'ai pas prévenu la région que j'allais être à poil sur une île déserte. Et donc je vois une pirogue arriver comme ça au loin. Et dans cette pirogue, je vois 2, 3 Philippins et ils commencent à se rapprocher. Et moi, je suis comme ça. C'était le deuxième jour, je crois, ou le troisième jour. Je suis comme ça avec ma machette, totalement à poil. Puis, puis je les regarde arriver comme ça, puis ils descendent. Puis à un moment, t'es tout nu tout le temps, donc t'as plus envie de te cacher. Ça sert plus à t'as rien pour te cacher de toute façon. Donc t'es comme ça, et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es complètement fou. Et en fait, c'était les gardiens un peu des côtes qui regardaient un peu si tout se passait bien, etc. Un peu la police maritime, si on peut appeler ça, des Philippines. Et ils me disent, non mais ici, mais t'as rien, quoi. T'as 2 palmiers, tu vas rien bouffer. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont amené sur... Donc j'ai pris leur pirogue, toujours à poil, hein. Ils m'ont amené sur une autre île déserte, où là, c'est vraiment île déserte style koh avec une jungle derrière, avec là, très très grande. Et là, j'ai commencé à trouver, parce que pendant 2 jours, j'avais mangé qu'une seule huître et un crabe cru, qui est d'ailleurs horrible, je conseille pas du tout, c'est vraiment dégueu. Et j'arrive sur cette île et là, je trouve noix de coco, pandanus, et c'est déjà énorme. Je crois que j'ai trouvé que ces 2 trucs-là, mais c'est déjà beaucoup. Et du coup, vient l'anecdote où j'arrive sur cette nouvelle île, il doit être 16 heures, sauf que la nuit, elle tombe super tôt aux Philippines. Tu peux en témoigner, je crois, vers 18h30, il commence déjà à faire nuit. Et, euh, et là, les moustiques commencent déjà à arriver. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis dans la merde totale, quoi. Et gros orage, grosse pluie, grosse tempête, et j'ai rien pour m'abriter, vu que j'ai plus de cabane. C'est derrière moi, la cabane. Donc là, j'ai plus rien. Et je me réfugie dans une grotte. Et là, en fait, juste, je me mets en PLS dans la grotte comme ça, même le sable. Et là, je sens tous les moustiques. Je sens
les plus de sable et tout un écosystème sur moi comme ça. Et là, je pense sincèrement que c'est la nuit la plus horrible que j'ai passée de toute ma vie, parce qu'en plus j'avais froid avec le vent qui venait dans la grotte comme ça. C'était vraiment, ouais, mentalement là, c'était compliqué, ouais. T'es ressorti de l'île, tu ressemblais à Elephant Man. Si on peut comparer un peu, c'était un peu ça. Mais non, non, buffet à volonté. Et puis, ah ouais, non, non, compliqué, hein. Ouais, non, quand t'es à poil comme ça, même le sol, tu te dis, heureusement que dans la vie quotidienne, j'ai des vêtements, parce que sinon, ça protège, hein, quand même, les vêtements. Et il y a une question qui me vient maintenant après l'Australie et les Philippines. Plutôt les moustiques des Philippines ou les serpents en Australie alors? Euh, non, 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 le pire, c'est les moustiques. Non, mais le pire, c'est les moustiques des... Je sais pas si quand on part en vacances déjà dans le sud de la France ou n'importe où et qu'on a deux, trois piqûres de moustiques, c'est chiant. Puis qu'on a un peu de moustiques autour de nous, c'est chiant. Mais là, faut imaginer, mais des colonies qui arrivent comme ça et qui viennent vraiment littéralement te bouffer. Mais par chance, et en même temps, ce qui amènera aussi au projet de la Nouvelle-Zélande, c'est que sur ces îles désertes aux Philippines, j'arrive et dans ma tête étaient les îles d'Koh Lanta, donc paradisiaque. Alors c'est paradisiaque, mais sur le sable, jonché de plastique, de bouteilles en verre, de plastique en tout genre. Je me souviens qu'il y avait un sac Carrefour. Et là, j'ai regardé ce sac Carrefour et je me suis dit, et ce sac-là, il a fait mais plus le tour du monde que n'importe qui d'entre nous, ça se trouve. Et là, j'étais en train de me dire, là, j'ai vraiment eu cette prise de conscience de, ok, les océans, c'est vraiment la cuvette du monde. Et en fait, c'est pas pollué quand on va sur des plages, etc., mais parce qu'on nettoie. Mais le plastique, il est présent. Mais là, j'étais vraiment perdu au fin fond du monde. Et il y a le plastique et avait colonisé le sable, quoi. C'était impressionnant. Je me suis coupé avec des bouteilles en verre. Des fois, pour marcher dans la jungle, je prenais une claquette que je trouvais, puis une Crocs. Et puis, je marchais comme ça. Et je veux dire, non, non, vraiment très, très impressionnant. Et du coup, j'en reviens là au fait que j'ai trouvé une sorte de moustiquaire qui était totalement troué. Je l'ai rafistolé. Et du coup, pour les derniers jours sur l'île, ça a été. Tu décris mon pire cauchemar là, parce que alors moi et les moustiques, je peux même pas imaginer déjà quand je me fais bouffer 10, 15 fois, mais là, enfin, être un repas à volonté pour les moustiques, et j'imagine même pas en fait les démangeaisons et tu peux rien faire quoi en plus. Donc je pense que ouais, c'est un vrai cauchemar quoi. Ouais, bah non, tu peux rien faire du tout. Et puis en plus de ça, t'as les mouches aussi qui viennent te manger. Vu que j'avais rien pour me protéger, le soleil m'avait brûlé ici, j'avais de la peau morte. Et je passais mes journées à m'ennuyer. J'étais assis sur le sable comme ça avec les mouches qui venaient manger mes peaux mortes comme ça. Et les moustiques qui venaient me piquer. Mais ouais, non, franchement, très, très, très dur. Ouais, mais très belle expérience. T'as tenu 7 jours, donc chapeau. On va remettre des vêtements maintenant et on va partir pour la prochaine aventure, l'expérience de Ayak Mountain. Dernièrement, tu as participé à une expérience un peu différente, donc avec Kayak Mountain, une sorte de défi aventure face à Mike Horn, que beaucoup de gens vont connaître évidemment. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Il y avait d'autres créateurs comme Nico Mathieu et Clara Pichon aussi avec toi. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que tu as fait? Alors, l'événement Ayak, donc j'étais en duo avec Nico Mathieu. Et notre duo a été réuni avec du coup le duo de Clara Pichon et de Jérém Pimpon, Iron Pimpon, pardon. Et du coup, on était tous les quatre et notre but c'était de battre toutes les autres équipes composées de plusieurs aventuriers, créateurs de contenu, mais surtout axés sur l'outdoor, sur l'aventure et l'exploration, et dont Mike Horn. Et donc, on avait toute une journée, en fait, où on faisait des sortes d'Olympiades. Et notre but était de finir le mieux classé possible. Et cet événement, franchement, j'avais des étoiles dans les yeux. C'était incroyable. Incroyable. Moi, passionné d'aventure, et voir Mike Horn pour la première fois de mes propres yeux, c'est... Non, non, moi, je suis pas quelqu'un de timide, mais là, je pense que là, je faisais pas le malin. Et là, j'ai pas trop... Enfin... Je suis pas allé lui parler direct, hein, on va dire. J'ai un peu attendu, j'osais pas trop. Et donc, tu passes de défi solo, parce que la plupart de tes défis dont on vient de parler étaient en solo. Là, tu passes d'un défi en équipe, hein. Donc, bah, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Ouais.
Alors pour contextualiser, c'était un défi en équipe, mais ça faisait un peu plus sorte de d'Olympiade de fin d'année. Donc c'était esprit très bon enfant, esprit où on s'amuse. Alors esprit quand même compétition parce qu'il y avait pas mal de compétiteurs. Et j'ai un souvenir notamment à l'épreuve de kayak où on est avec Nico Mathieu. Il est derrière moi, alors il me pousse, il fait allez, allez Léo, allez Léo. Et là on est à fond, on est troisième, on se dit ouais, on va finir sur le podium. Et là, on tourne la tête à droite, on voit quelque chose à droite. Et puis là, on voit Mike Horn en train de faire du kayak comme ça. Il nous regarde comme ça et il fait, je suis même pas à 30%, les mecs. Et là, il commence à accélérer et il nous trace comme ça alors que le gars a 60 ans, quoi. Mais non, non, bon, très impressionnant. Et puis, de vivre dans une atmosphère où il y a que des aventuriers, explorateurs, tout ça, c'est c'est très enrichissant et j'ai pris énormément là de ces 3 jours d'aventure. J'ai pris énormément et expérience incroyable et le fait de faire aussi une compétition en équipe. Alors j'ai l'habitude parce que j'ai un passé de rugbyman quand même. Donc les sports d'équipe, je connais, j'adore ça. Donc donc non non, ça m'a pas enfin, j'aime autant le faire seul que le faire en équipe. Donc non, non, super expérience. J'ai adoré. Bon, on va revenir sur le futur maintenant, ce qui arrive bientôt dans quelques semaines pour toi. Tu reviens à l'autre bout du monde, mais cette fois-ci en Nouvelle-Zélande. Alors, un défi de fou. Tu vas traverser les deux îles, l'île du Sud et l'île du Nord, à pied. Alors, on connaît, enfin, moi, je reviens de la Nouvelle-Zélande. J'y étais au mois d'août pour la 3e fois. La Nouvelle-Zélande est faite d'énormément de relief. Donc, c'est préparation du voyage. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu des préparations, justement, et de ton projet? Alors le projet en soi, il est sur le papier, il est assez simple à expliquer. Je vais traverser du coup toute la Nouvelle-Zélande, du point le plus au sud au point le plus au nord, mais sans passer par le trek très très connu de la Nouvelle-Zélande. Je vais passer par un chemin totalement différent que je suis en train de faire moi-même. Et donc avec moi, j'aurai mon hydrospeed que je peux montrer à la caméra comme ça. Tac. Mon hydrospeed et en fait, sur l'hydrospeed, on est comme ça, allongé avec des palmes et ça nous permet de descendre des rivières, ça nous permet de traverser aussi des portions d'eau. Et donc le but là, c'est de faire les 3500 km sans assistance, en condition de survie, c'est-à-dire qu'il faudra que je pêche, que je chasse, que je fasse du feu, tout ça, que j'arrive à me nourrir, que j'arrive à m'abriter, et tout en transportant avec moi tous les déchets que je vais récolter sur mon chemin. Donc, alors il y a énormément de fois où je vais passer dans des zones où il n'y aura rien, mais il y a des fois où je suis obligé de traverser des villes, et à ce moment-là, je pense que c'est là où je vais trouver le plus de déchets par terre, et je vais les transporter avec moi jusqu'au bout de l'aventure, jusqu'au bout des 3000 km, et voilà, pour sensibiliser à la protection de la nature et des océans, qui m'est venu du coup notamment par rapport à mon expérience aux Philippines. Et donc je trouvais ça important, et tout ça en fait ça va être documenté pour faire un documentaire immersif de survie et avec mon caméraman du coup Louis qui lui me suivra sur certaines portions et me rejoindra en voiture sur certains points clés pour échanger les batteries, pour faire des petites interviews, etc. Donc voilà grosso modo le projet, le nouveau projet Nouvelle-Zélande qui s'appelle Iteora, qui veut dire se sentir vivant en maori. Donc on en revient à cette flamme importante, je pense qu'on doit avoir pour voyager et pour l'aventure. Waouh. Alors moi, mec confortable sur ma petite chaise et qui vais dormir sur mon matelas ce soir, ma première question, c'est où vas-tu dormir? Est-ce que cette fois-ci, tu prends quand même une tente ou quelque chose pour pouvoir dormir? Les conditions de la Nouvelle-Zélande, pour y avoir été, changent très vite. Il peut faire très froid très rapidement. Bon, là, tu pars en été, mais il y aura quand même sûrement un moment ou un autre des températures très froides. Donc, comment tu vas t'organiser pour tout ça? Ouais, justement là, on est en pleine préparation logistique, donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi la Nouvelle-Zélande, c'est parce que c'est un terrain de jeu énorme avec des endroits où il fait froid, où il fait chaud, il y a de la montagne, il y a de l'océan, il y a de la jungle, il y a de la forêt, donc c'est un terrain de jeu incroyable, mais en même temps c'est un terrain de jeu où il faut énormément de matos, et donc je suis en train de voir là pour avoir justement un sac de couchage qui tient chaud et pas trimballer une tente, mais prendre plutôt un hamac. Euh,
et peut-être changer des fois sur des portions avec Louis qui pourra peut-être changer. Je pourrais peut-être changer hamac et tente avec lui. Mais le but, c'est vraiment de voyager léger et de voyager avec rien. Donc, si au début, par exemple, sur l'île du Nord, pardon, il fait super chaud, je sais que je vais faire comme l'Australie, je vais pas prendre de sac de couchage, je vais rien prendre. Je vais dormir comme ça, même le sol, et repartir directement le lendemain. Donc, à voir. C'est des choses qu'on peut pas trop prévoir, mais en même temps, on a le matos au cas où. Rassure-moi, Léo, tu vas pas faire les deux îles à poil, tu prends des vêtements cette fois-ci. Non, là, j'ai des vêtements. Ah, j'ai pas de vêtements de rechange, mais j'ai des vêtements. Mais non, là, pas à poil. Non, l'expérience une fois, deux fois, non. Et puis, je pense que j'ai pas envie de faire l'aventure prison. Euh, parce que bon, pour nudité en ville. En Nouvelle-Zélande. Non, non, là, bien des vêtements. Bien des vêtements. Non, l'interrogation de tout le monde est ma première interrogation, ce que tu m'as dit sans matériel, sans rien. Comment vas-tu traverser les deux îles? Comment vas-tu passer de l'île du Nord à l'île du Sud? Est-ce que tu voles? Est-ce que tu as un super pouvoir? Est-ce que tu marches sur l'eau? Comment tu vas traverser les deux îles? Bah, j'osais pas trop en parler, mais oui, je vole. Euh, non, non. Malheureusement, non. Mais non, alors le but c'est de faire une traversée sans moteur. Donc forcément, si je traversais le détroit de Cook avec le ferry que tout le monde fait, ça aurait cassé le défi. Enfin, personnellement, j'aurais pas eu l'impression d'avoir traversé toute la Nouvelle-Zélande par mes propres moyens. Et donc je me suis dit, ok, bah faut que je traverse ce détroit de Cook. Et comment est-ce que je peux faire? Alors là aussi, on est en train encore de regarder, et puis ça jouera un peu au dernier moment aussi, en fonction, parce que j'aurais passé déjà un bon mois dans l'île du Nord en condition de survie. Donc, dans quel état je vais arriver pour traverser le détroit de Cook, ça va dépendre de mon état. En tout cas, ça joue entre deux choses. C'est soit je le traverse, à la nage en tractant mon hydrospeed derrière et à la nage avec alors combinaison, palme et plaquettes pour les mains. Ou alors, je la traverse du coup en kayak. Là, si vraiment je suis très faible niveau énergie et que j'ai pas le temps et qu'en 4-5 jours, j'ai pas de temps trop récupéré pour pouvoir faire la traversée. Mais dans les deux cas, je la fais sans moteur et avec un bateau d'assistance à côté pour me suivre au cas où, parce que le détroit de Cook, c'est connu pour avoir énormément de courant, énormément aussi de... Bah, il y a des requins, il y a tout ça, quoi, des orques, une belle, un beau écosystème, un bel écosystème. Ok, donc il y a quand même un petit bateau qui va te suivre au cas où, en cas d'urgence. Ce que j'allais dire, là, ça paraît limite inconscient, mais il y a quand même des mesures de sécurité qui sont prises autour de ça, quoi. Ouais, mais on est obligé parce qu'en fait, sinon, ils nous laissent pas traverser. Enfin, on peut prévenir qu'on traverse, mais s'ils nous voient comme ça, on est en condition de danger, en fait. Et donc, il y a les sauveteurs qui vont venir vous chercher obligatoirement. Et en plus, après, tu dois payer cette intervention-là. Donc, avoir un bateau d'assistance, c'est important. Et en plus de ça, c'est un détroit de Cook. Enfin, c'est un détroit. Donc, il y a des bateaux qui circulent. Et le fait d'avoir un bateau d'assistance, ça permet aussi de prévenir les autres bateaux. Ok, les gars, là, il y a un mec qui nage ici, donc faites attention. Non, 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 c'est important Et là. pour remettre dans le contexte, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, c'est combien de kilomètres à traverser entre les deux îles, hein? Ah oui, entre les deux îles, il y a une trentaine de kilomètres normalement, donc ça va. Mais énormément de courant, donc on est plus sur du 40 kilomètres vu qu'on fait pas mal de zigzags. Et en fait, ça va dépendre énormément des conditions météo, énormément du temps. Et c'est des choses que on peut pas prévoir. Donc on verra sur le moment. Écoutez, et si jamais je me retrouve au fond de l'océan, et bah, c'était un plaisir. Je rigole, je rigole. Mais non, tout va bien se passer, j'en suis sûr. En parlant de ça, donc comment tu te prépares pour cette aventure qui va déjà combien de temps tu comptes faire la traversée, combien de temps ça va te prendre pour traverser les deux îles et comment tu te prépares mentalement et physiquement à cette aventure en fait? Alors, comme au niveau de la durée, on va être autour de 2 mois et demi, 3 mois. Je me laisse une fourchette comme ça. Donc, ce qui fera quand même pas mal, hein, parce que je serai obligé de faire environ 40 kilomètres par jour. C'est un peu l'objectif que je me suis mis. Mais vu qu'à la fin, je sais pas combien de déchets j'aurais apporté à tirer avec une luge ou je sais pas. Peut-être qu'à la fin, je pourrais faire que 10 kilomètres par jour. Donc, je me laisse une fourchette de 2 mois et demi, 3 mois.
Et au niveau de la préparation, on est sur une préparation assez hard quand même, parce que forcément, il faut se préparer physiquement. Et, euh, là, non, on est sur du dénivelé positif, on est sur du renforcement énormément pour éviter les blessures, que ce soit les genoux, les chevilles, ou tout ça. Et on est aussi sur une préparation de tout ce qui est survie, donc faire du feu avec n'importe quoi, savoir en Nouvelle-Zélande ce que je peux manger au niveau que ce soit des plantes, que ça soit euh, au niveau des réserves aussi. Est-ce que là j'ai le droit de pêcher? Est-ce que j'ai le droit de chasser un peu? Est-ce que là j'ai le droit de dormir? Est-ce que j'ai le droit de faire un feu? C'est très important aussi de s'accommoder là où tu vas en fait. Vu que je débarque en Nouvelle-Zélande, si je commence à faire du feu partout, à chasser des espèces que j'ai pas le droit, etc., ça va à l'encontre de ce que je veux prôner. Donc ça serait un peu bête. Et sinon, non, la plus grosse préparation, c'est mental. Et c'est comme toutes les aventures que j'ai fait avant, je vais pas vous mentir que je suis plus préparé mentalement que physiquement. Et parce que mentalement, c'est le plus important, c'est ça qui te fait tenir. Et c'est ça où, enfin, qui te fera aller le plus loin possible. Et le mental, on a beau dire, mais quand le corps il suit plus et que le mental est là, ça fait quand même la différence. Et de par mes expériences au niveau, enfin, aux Philippines et en Australie, je peux clairement vous dire que j'emmènerais plus avec moi quelqu'un préparé mentalement que physiquement, plutôt que l'inverse. Donc voilà, au niveau de la préparation. Alors, une question un peu bête parce que tu as l'air d'avoir peur de rien, mais j'ai quand même envie de te la poser. Est-ce que tu as quand même des craintes par rapport à cette aventure qui vient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Bah, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas peur de tout ce qui est serpent, insectes, tout ce qui est terrestre. Justement, j'adore ça. Mais le niveau aquatique, le niveau marin, voilà, moi j'avais longtemps la phobie des requins. Et c'est justement ça aussi c'est pour ça que je veux traverser le détroit de Cook. C'est pour aussi me challenger un maximum et me dire, ok, alors là t'as peur de ça, t'as un peu la thalassophobie. Donc la thalassophobie, c'est quand tu nages et que tu sais pas ce qu'il y a en dessous de toi, que c'est super profond. Donc là, je vais être plongé en plein cœur de ça. Et c'est justement me challenger mentalement aussi et de me dire, ok, bah là, tu vas être obligé de le faire. Et donc, non, non, j'ai pas peur de rien. Je suis conscient de ce que j'ai peur. Et à partir du moment où tu es un peu conscient dans quoi tu as peur, tu peux un peu plus maîtriser les choses. Et donc, à ce moment-là, ça devient une peur un peu plus contrôlée. Et donc, donc, ça va un peu mieux, on va dire. Bon, tu as l'air quand même préparé. Enfin, tu parles de beaucoup de choses ou te renseigner sur les plantes que tu peux manger, ce que tu peux chasser, non chasser, si je peux faire un feu ou quoi. Donc bon, tu pars pas complètement dans l'inconscience. Il est quand même bien préparé. La traversée avec un bateau qui sera là pour surveiller. Donc bon, tu as l'air quand même très conscient et très préparé pour ce voyage en tout cas. Ouais, bah, il faut, hein, de toute façon, pour des projets comme ça. Et puis, là, comme je t'ai dit, j'ai tout lâché pour essayer de le faire un peu professionnellement. Et quand on dit professionnellement, c'est beaucoup plus de préparation, avoir une carte GPS pour pouvoir enfin, savoir où est-ce que je passe exactement, niveau logistique. Vu qu'il y a un documentaire aussi à faire derrière, c'est beaucoup de préparation, mais j'adore ça. Et là, je suis en plein dans mon rêve, en plein dans mes fantasmes d'enfant. Donc, non, c'est génial et puis on va y arriver, ça va le faire et ça va être beau, j'espère. Il n'y a aucune raison. Donc, on va parler justement de la transmission de tout ça. Pourquoi tu partages tes aventures? Pourquoi tu partages tes aventures sur les réseaux sociaux, en vidéo, etc. Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre par rapport à elles, en fait, en les retransmettant? Alors, de base, les réseaux sociaux, c'est surtout pour moi que je le fais, pour avoir des petites vidéos souvenirs de mes aventures. C'est pour ça que je fais des résumés d'un jour aussi. C'est pour me dire plus tard, peut-être dans 30 ans, j'irai sur mon compte Instagram et je vais me dire, punaise, c'est vrai, je peux me refaire toute l'aventure en Australie, parce que tous les jours, je me souviens, ah oui, j'avais rencontré ce mec-là, là, il m'est arrivé ça. Donc, c'est d'abord pour moi, et ensuite, c'est surtout pour emmener les gens avec moi dans mes aventures, parce que je parle beaucoup avec surtout mon pépé, ou alors même des personnes un peu plus âgées qui ont toujours rêvé de faire ça et qui n'ont jamais pu le faire. Et donc, ça me permet via moi, ils peuvent vivre un peu cette aventure-là. Et donc d'autres personnes aussi sur les réseaux sociaux, et notamment les jeunes, si ça peut leur permettre d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de découvrir le monde et de voir à quel point la nature elle est incroyable
et que justement, faut la préserver au maximum parce que, euh, parce que bon, ça fait un peu bateau, mais on en a qu'une et c'est vrai. Mais quand tu touches du doigt cette nature et que tu en as vraiment conscience de la beauté et de jeu que c'est, tu t'en prends un peu plus soin, tu fais un peu plus attention. Donc c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre et ce message-là, je le transmets aussi énormément, enfin on le transmet énormément via mon association, du coup Léo Nomade, où on fait des interventions scolaires et même des interventions ailleurs dans des MJC, etc. pour justement sensibiliser à ça, sensibiliser les jeunes à ce rapport à la nature et en fait à donner envie peut-être à des enfants de quartier qui peuvent pas sortir ou qui sont jamais allés bivouaquer en forêt par exemple, se dire mais là, j'ai trop envie de prendre une tente et d'aller dormir dans la forêt. Et à ce moment-là, c'est déjà une petite victoire. Et non, non, inspirer surtout les plus jeunes parce que c'est eux qui prendront soin ensuite de la nature plus tard. Enfin, même si je suis jeune, hein, je suis pas vieux. Tout le monde n'a pas le même courage que toi. Enfin, tout le monde n'aura pas le courage de partir sur une île, faire Koh Lanta aux Philippines ou de faire une marche de 1500 km ou traverser l'Australie et la Nouvelle-Zélande, évidemment. Mais comment commencer petit? Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie d'aventure? Est-ce que tu crois qu'ils peuvent ressentir le même déclic en faisant justement un road trip en van ou une simple randonnée? Est-ce que tu veux donner un peu des conseils? Ouais. Alors, quand je parle de mes aventures, souvent, ou quand je reviens avec mes amis, ils me disent Waouh, mais tes aventures, c'est incroyable. Moi, je pourrais jamais faire ça. La définition même du mot aventure, elle est tellement large. Je veux dire, moi, l'aventure, je la vis comme ça parce que je suis comme ça, parce que ce qui me rend vivant, c'est de me sentir en danger. Ce qui me rend vivant, c'est de me dire que là, je peux mourir. Ce qui me rend vivant, c'est de dire que là, je suis en train de souffrir, mais j'arrive à m'en sortir. Mais peut-être que, bah, par exemple, une maman, son aventure, c'est son bébé. Peut-être que quelqu'un qui a jamais voyagé, qui aime avoir son confort, bah, l'aventure, c'est peut-être, bah, voilà, justement, un van aménagé. Et en fait, c'est surtout ce twist d'être dans ok, là, je m'y retrouve un peu, mais en même temps, je suis pas trop dans ma zone de confort. Et à partir du moment où tu sors de ce cercle de ta zone de confort, c'est déjà le début d'une aventure. Et, euh, et à ce moment-là, ça dépend en fait. Tout le monde a son cercle de zone de confort et tout le monde va aller plus ou moins loin de, de ça. Et à partir, mais ça reste la même zone d'aventure en fait. Et donc, comme conseil, je dirais aux gens le plus important, c'est comme tout dans la vie, c'est de prendre du plaisir. Donc, si vous pensez à cette aventure et vous dites, OK, ça va peut-être être un peu compliqué, ça va peut-être me faire un peu peur, mais je pense que je vais avoir du plaisir quand même à le faire. Et ben là, c'est sur la bonne voie et let's go. De toute façon, on n'a qu'une vie, donc autant tester. Au pire, on n'y arrive pas. Au pire, on se casse la gueule. Au pire, il y a rien de pire en fait. Le pire, c'est que t'essayes pas. Et le pire, c'est que tu restes chez toi à te dire, oh, mais ça serait bien que je fasse ça. Non, fais-le. Et tu verras bien. Ça marche pas. Ça fera toujours des anecdotes de toute façon. Donc, On est tout à fait d'accord. Et j'aime ta façon de le décrire où chacun a son niveau d'aventure et son niveau de sortir de sa zone de confort, tout simplement. Et je trouve que c'était une belle explication en tout cas. Juste une question de quand tu repenses à la personne que tu étais justement avant toutes ces aventures et la personne que tu es maintenant, qu'est-ce qui a le plus changé en toi? Euh, alors, bon, là, on va aller dans l'émotion un peu. Mais on va dire que depuis tout petit, j'ai toujours ce côté aventure en moi qui m'anime et je l'ai jamais vraiment trop utilisé, j'ai jamais vraiment pu le faire. Et en fait, j'ai passé des périodes de dépression, des périodes où vraiment j'allais vraiment pas bien parce que je m'écoutais pas et parce que voilà, j'écoutais pas cette petite flamme qui me disait mais essaye d'être aventurier, explorateur, au pire tu verras bien. Et en fait, c'est ce truc je m'écoute plus maintenant. Je suis plus en mode ok Léo, t'as envie de faire ça, ton rêve c'est de faire ça, et bah fais-le. Et au pire, même si le monde entier est contre toi, toi tu sais que c'est ce que t'as envie, donc à partir du moment où tu t'écoutes, tu vas un peu mieux. Et donc voilà, entre l'avant et l'après, on va dire qu'aujourd'hui, je suis 10 fois plus heureux parce que je m'écoute. Et, euh, et je trouve que c'est le plus important dans la vie, c'est ça. Et ça te permet de te sortir de toutes les situations où tu te sens mal.
Donc voilà. Et ça me fait penser à une question. Qui t'a inspiré à cette envie est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré pour te donner cette envie d'aventure, cette envie de sortir de ta zone de confort? Quelles sont les personnes qui ont pu t'inspirer? Alors il y en a pas énormément en fait. Il y a déjà Mike Horn forcément. Voilà, je lis ses livres depuis, depuis que je suis tout petit, où il fait sa traversée par rapport à l'équateur, tout autour du monde. Ses fantasmes d'Amazonie, où il est là dans les feuilles pendant 2-3 mois, en train de chasser des caïmans, etc. Donc non, en fait, j'en ai qu'un, voilà. C'est Mike Horn, très clairement. Et non, très, très, très inspirant, très, très naturel, très humain. Moi, je me retrouve beaucoup là-dedans. Des gens très, très naturels et très humains. Et qui m'a inspiré beaucoup à me dire, va découvrir le monde, vas-y, n'aie pas peur, ou alors aie peur, c'est normal, mais fais-le quand même. Et je trouve que Mike Horn, c'est un exemple de cette définition, de se dire, ok, je vais y aller, même si ça va être dur, je vais y aller. Et non, non, c'est très, un homme très inspirant pour moi, ouais. Bon, en tout cas, à mes yeux, tu es une inspiration également et tout ce que tu viens de dire, ça inspire et toutes ces aventures parce que je serais incapable de traverser les 2 îles de la Nouvelle-Zélande. Ça serait pas dans ma capacité, je pense. Donc toi, tu m'inspires déjà et j'aime beaucoup ta vision de l'écologie, de la protection de notre planète et ce que tu fais, ça a un sens en fait. Il y a un vrai meaning derrière et je trouve ça génial. Donc à 23 ans déjà, tu es une belle inspiration quoi. Aujourd'hui, merci. Là, tu recherches un peu des sponsors, enfin pas un peu, tu recherches des sponsors pour t'aider dans ce projet qui va coûter beaucoup d'argent, j'imagine. Donc, si tu as quelques mots à partager aux futurs sponsors, c'est le moment de le faire. Et puis aussi à tous nos auditeurs, s'ils veulent suivre tes aventures, parce que là, on est tous excités de savoir qu'est-ce qui va se passer en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'il va aller traverser ces 2 îles en kayak ou à la nage. Donc, où on peut te retrouver, sur quels réseaux sociaux, Instagram, TikTok, est-ce que tu as un blog, est-ce que tu veux donner un peu les infos aux gens qui nous écoutent? Alors, la traversée de la Nouvelle-Zélande, elle va commencer le 24 décembre. Le 24 décembre, je pars du point le plus au nord de la Nouvelle-Zélande et je vais jusqu'au point le plus au sud. On pourra retrouver du coup tous les jours l'avancement de mon aventure, que ça soit sous forme de petites vidéos ou sous forme de photos, de petites interviews de moi, etc. Donc tous les jours sur mon Instagram, donc léo.nomade-du-bas. On peut retrouver ça aussi sur un site internet si vous voulez voir exactement où je suis à un moment donné. Sur mon site internet, donc vous tapez Léo Nomade, normalement c'est le premier site que vous trouvez. Vous aurez en live où est-ce que je me situe par rapport à la carte de la Nouvelle-Zélande via une balise satellite que j'aurai sur moi. Je me rappelle plus ce que je devais dire après, excuse-moi. Les sponsors, est-ce que tu es en recherche de sponsors et si des sponsors écoutent la vidéo, un mot à leur dire pour te vendre? Oui, il faut que je me vende par rapport aux sponsors. Non, je dirais plus que là, il y a certaines entreprises qui me suivent et qui ont surtout les mêmes valeurs que moi et cette même envie de prôner cette protection de la nature et des océans et d'inspirer les plus jeunes à faire de même. Et donc, si vous vous retrouvez surtout dans ces valeurs et que l'aventure à la Mike Horn, c'est quelque chose qui vous fait fantasmer aussi, et ben avec plaisir, je vous invite à venir me voir ou à m'écrire sur mon site internet pour en discuter, savoir comment est-ce qu'on pourrait faire. Alors, je tiens à dire aussi que même la plus petite aide, 10 euros, c'est déjà énorme. Voilà, c'est un projet qui coûte assez cher. Je sais que moi, je mets toute mon âme dedans, je mets toutes mes économies dedans parce que l'argent, c'est pas français, c'est pas un truc qui m'intéresse et ce que je veux, c'est pouvoir faire en sorte que ce projet il puisse voir le jour. Donc non, surtout si vous retrouvez dans mes valeurs à moi et que ça rime avec votre entreprise ou autre, même si vous êtes un particulier, ça marche aussi. La cagnotte est ouverte à tout le monde. Bah, je vous invite via mon site internet à communiquer ou à donner si le cœur vous en dit. On fera un plaisir de repartager sur nos réseaux sociaux aussi ton lien. Si voilà, des particuliers ou des anciens voyageurs sont inspirés par ton histoire, ils pourront contribuer, comme tu le dis, enfin, chaque euro compte. Et si tout le monde laisse 10 euros, ça fait une grosse somme à la fin Ah, pour pouvoir exactement. t'aider à faire ce Ça me projet plaît beaucoup. incroyable. Merci beaucoup.
On va arriver au mot de la fin. Donc, quel sera ton mot de la fin pour finaliser ce podcast? En tout cas, moi déjà, c'était un plaisir de t'accueillir. C'est un format complètement différent pour moi et c'était un exercice différent, mais c'était voilà super de pouvoir entendre toutes tes histoires, tes aventures. C'est une vraie inspiration. Donc, quel sera ton mot de la fin pour ce podcast, hein? Faut que je choisisse bien du coup ce mot de la fin, mais je dirais que le plus important, c'est d'oser, de vous écouter et, et de faire des choses même si tout le monde vous dit non, c'est n'importe quoi. Foncez, foncez, vous avez qu'une seule vie et, euh, et allez-y à fond, quoi. Profitez et prenez du plaisir. Donc voilà, c'est le mot d'ordre un peu général. Voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Merci de m'avoir invité pour ce premier podcast. Hâte d'écouter du coup les nouveaux et au plaisir de se reparler très bientôt. Avec plaisir. Bah, merci encore Léo. Chez Vans, on croit aussi que le voyage est plus qu'un déplacement, c'est un outil pour mieux se connaître, pour s'ouvrir, pour se transformer. Et au final, c'est ce qu'on offre aux clients, pas juste un voyage en van, mais des souvenirs qui les font grandir, un peu comme toutes tes aventures. Donc merci encore une fois et à très bientôt sur les routes néo-zélandaises.